sourire à la vie, c'est vraiment quelque chose. Et tu es radieuse, justement. D'accord, ok. Je suis très heureux de prendre un café avec toi. Et ben moi aussi. Je trouve que c'est important d'essayer de rester libre. J'ai envie de te remercier. Un jour, j'ai trouvé la lumière. Non, pas à ce moment, dans les combustibles. Et quand tu es sur ces rails, tu avances tout droit, quoi qu'il arrive. Et tu peux prendre des chocs sur le côté, mais c'est pas grave, tu sais que tu es là, quoi. Ça filme déjà? Déjà. Olivier, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Oui, voilà, merci d'être venu m'interroger. Peut-être avant de te présenter, on est ici dans un lieu spécifique qui est en relation avec ton métier. Oui, enfin là c'est une salle de travail que je n'ai pas encore vraiment utilisée beaucoup au niveau professionnel, hein, parce que j'ai un cabinet en libéral à Lyon, une ville qui est à 1 heure d'ici. Et là c'est plutôt une salle pour pratiquer une médecine un peu différente, on va dire, dans laquelle je prendrai les gens plus longtemps pour écouter leur âme à différents niveaux, on va dire. On y reviendra dessus. Peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu te présentes. Alors, je réponds à 2 niveaux. Le premier niveau qui est formel, je dirais, bon, j'ai fait des études de médecine. Au départ, je ne savais pas forcément d'ailleurs que je voulais faire psychiatre. Et avant de m'inscrire en médecine, je ne savais pas forcément que je voulais faire médecine. C'est mon prof de maths qui, le jour des résultats du bac, m'a dit, regarde, j'avais réussi. Alors, Chambon voulait faire quoi? J'ai dit médecine. Je n'ai pas réfléchi avant, c'est sorti comme ça. Comme ça? Comme ça, totalement. Peut-être parce qu'une des sœurs de mon père était pédiatre, mais autrement, j'avais personne d'autre dans ma famille qui était médecin, donc je voulais faire vétérinaire aussi à un moment, et puis mon père avait fait une erreur dans les dossiers d'inscription à l'école vétérinaire de Lyon, donc à cause de ça, je n'ai pas été pris, et finalement, tant mieux, parce que sinon, je pense que je serais vétérinaire en ce moment, ou peut-être j'aurais bifurqué sur la médecine, mais c'est marrant comme le destin m'a conduit à plusieurs reprises comme ça, par des hasards, entre guillemets, pour que je fasse ce que je suis aujourd'hui et que je fasse ce que je fais. Donc voilà, j'ai fait médecine du coup, et puis c'est lors du certificat de psychiatrie, lors des études médicales, que je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant ça. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi ça m'intéressait. Après, j'ai compris plus tard, comme tous les psys, pour être psy, pour être intéressé par ça, il faut avoir souffert, et puis avoir envie de réparer les autres, parce qu'en fait, on a envie de se réparer soi, mais au départ, on ne le sait pas, ou de réparer ses parents, par le biais des autres, ou d'être dans celui qui sait, qui est en position de pouvoir par rapport à la souffrance de l'autre, alors qu'on n'a même pas de pouvoir par rapport à notre propre souffrance. Je pense que dans beaucoup de carrières précoces de psy, il y a une névrose, qu'on va dire, hein, ça c'est inévitable, sauf si les personnes sont déjà analysées et savent déjà que non, en dehors de leur névrose, ils veulent pas faire psy. Bon, puis il y avait l'envie d'aider les autres, ça a toujours été le cas. Donc voilà, je pense que ça m'a conduit à la psychiatrie. Et puis après, au cours de mes études de psychiatrie, c'est vrai que bon, j'ai fait une psychanalyse comme tout le monde à l'époque, hein, c'était presque obligatoire, pendant 2 ans et demi. Mais disons, assez tôt, je me suis dit, c'est pas suffisant la psychanalyse, c'est bien beau, la théorie, bon, en pratique, c'est vrai que c'est une aventure humaine, mais c'est plutôt une psychanalyse, analyse du vivre, plutôt qu'une psychothérapie. C'est-à-dire, c'est pas censé, d'ailleurs Freud lui-même le disait, hein, être fait pour guérir, absolument. Donc je me suis lancé dans la découverte des thérapies brèves. À l'époque, c'était les thérapies comportementales et cognitives, la thérapie familiale systémique, j'ai fait aussi la gestalt en groupe, et puis j'ai travaillé, oulala, je dis tout mon parcours, je suis allé travailler à Los Angeles chez les patients, avec les patients psychotiques chroniques pour les thérapies comportementales et cognitives. En même temps, j'ai vu les thérapies familiales psychanalytiques là-bas à Los Angeles. Après, je suis allé 6 mois à Lausanne où je travaillais à mi-temps chez Gilles Guéron, qui est un psychanalyste qui fait des thérapies analytiques brèves, donc drôlement intéressant, avec tout un setting pour analyser transfert contre transfert, mais en face à face, etc., avec enregistrement vidéo, groupe de supervision, c'est très bien. Et en même temps, j'étais à mi-temps au centre d'études de la famille à Lausanne. Donc voilà, et enfin, j'ai eu une formation éclectique, on va dire, au départ. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'impulsion pour créer avec le professeur Mariani le premier diplôme universitaire à l'époque de psychothérapie intégrative, où justement on faisait venir des gens des différents mouvements et en même temps on présentait les bases communes, les facteurs communs des psychothérapies, ce qui avait donné lieu à un livre qui en est à sa 3e édition, donc il a eu du succès quand même, les bases de la psychothérapie. Alors qu'est-ce que c'est en fait la psychothérapie intégrative?
C'est une psychothérapie qui à la fois utilise le vaste éventail technique apporté par les différentes branches de la thérapie et en même temps utilise des concepts théoriques fondateurs qui permettent de relier ces différentes approches de manière sensée et un peu rationnelle et un peu pensée, on va dire. Notamment, par exemple, les concepts de relations d'objets internalisés, qui sont vraiment bien parce qu'on peut les retrouver dans les différentes méthodes, sous d'autres noms bien entendu, mais c'est un concept, on va dire, essentiel, quoi. Donc c'était un peu, l'idée c'était que c'était pas au patient de s'adapter au thérapeute, c'était au thérapeute de s'adapter au patient. C'est-à-dire qu'il y a des patients pour qui telle attitude du thérapeute, tel contre-transfert lié à la méthode, parce que chaque méthode induit un contre-transfert, on fait chez le thérapeute. Et donc chaque patient ne réussit pas pareil en fonction de ses besoins relationnels, de son histoire, et donc certaines attitudes thérapeutiques, trop directives ou pas assez. C'est contre-transfert, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le pendant du transfert, c'est-à-dire que le patient a envers son thérapeute des manifestations affectives, des attentes, des représentations de la personne qu'il est et de ce qu'il peut lui faire, qui sont en fait des projections de ce qu'il a déjà à l'intérieur, de ce qui s'est déjà joué avec ses parents, quoi. Il essaie quelque part d'embarquer le thérapeute dans une relation enfant-parent, du coup dysfonctionnelle, parce qu'il y a une souffrance à partir de là, et c'est au thérapeute de ne pas se laisser embarquer et de répondre autrement que les parents l'ont fait, et de trouver une façon non érotique de répondre aux besoins affectifs du patient, ou même une façon qui lui permet de se développer, de trouver son autonomie, son indépendance, son intégrité, et non pas de le rendre dépendant en répondant d'une manière qui soit isomorphe à celle de ses parents. Donc le contre-transfert, c'est qu'évidemment, si on n'est pas au clair avec tout ce que nous fait le patient et que nous-mêmes on a une névrose non analysée, c'est-à-dire on projette sur les autres des tas de choses, à la projection du patient, on va répondre par une contre-projection, et là on est parti pour quelque chose de bien serré qui peut durer toute la vie si ce n'est pas résolu. Donc voilà le contre-transfert. Donc chaque thérapie, quand on investit, par exemple, le type qui veut être thérapeute comportemental cognitif, c'est qu'il a déjà un contre-transfert, c'est-à-dire qu'il projette déjà quelque chose sur ses patients, il les voit comme répondant bien à une approche, et puis qu'il faut bien cadrer comme ci, et puis qu'il faut prendre des choses comme ça. Donc quelque part, il laisse pas trop la place au mystère de la rencontre humaine, au fait que chaque personne est tellement différente. Donc la thérapie intégrative, éclectique, ça veut dire qu'on utilise beaucoup de techniques, et intégrative, qu'on utilise des concepts qui permettent de les synthétiser, d'avoir une approche un peu pensée, quoi. Donc ça permet de faire que, c'est ce qu'on appelle ne pas faire une thérapie de type Procuste. Procuste, c'est quoi? C'est dans la mythologie grecque, quand il recevait des gens chez lui, il les invitait donc à se coucher dans un lit, et ceux qui étaient plus longs que le lit, il coupait à ce qui dépassait, et ceux qui étaient plus courts que le lit, il les faisait tirer par des choses. Donc il fallait faire dépasser les pieds que la tête. Ouais, voilà, déjà, puis ça veut dire que voilà, il ne s'adaptait pas du tout à la personne, c'était à la personne qui s'adaptait à ce qu'il proposait. Donc pour éviter de faire des thérapies procustéennes, on dit qu'il vaut mieux adapter la thérapie au patient qu'à l'inverse, que le patient en thérapie. Donc, et puis voilà, et puis en plus en croisant des courants différents, émergent des techniques nouvelles, des idées nouvelles, de la créativité. On sait que quand on allie des métaux différents, on peut créer des alliages qui n'ont plus les mêmes propriétés, ou des races différentes, ça peut donner des métissages qui donnent des grands sportifs, des grands artistes, qui sont très riches pour l'humanité. Dans cette première approche, dans cette première époque de ma vie où je travaillais à l'hôpital à l'époque, donc j'étais chef de clinique, ensuite praticien hospitalier, donc on essayait avec des patients quand même difficiles à l'hôpital, justement de combiner les différentes approches. Alors c'était lesquelles à l'époque? C'était la Gestalt, thérapie humaniste rogérienne, les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies psychanalytiques brèves, et puis les thérapies familiales systémiques. Et après, en passant en privé finalement il y a une dizaine d'années, étant avec des patients comme plus transformables, entre guillemets, enfin plus simples pour travailler avec et puis pour les aider à changer, parce que l'hôpital c'est quand même pas gagner sur les choses, il y avait comme des pathologies gratinées. Et jusque-là c'était vraiment des gens qui me montraient, il y a une souplesse, il y a une malléabilité de la structure psychique, on peut vraiment faire pouvoir quelque chose ensemble, quoi. Et du coup je me suis formé à l'époque à l'EMDR. L'EMDR est une excellentissime technique qui doit pratiquement être obligatoire dans tout bagage de thérapeute. Qui veut dire EMDR? Alors, Eye Movement Desensitization Retreatment. Donc c'est une thérapie par les mouvements oculaires rapides de désensibilisation et de retraitement. C'est-à-dire que les mouvements oculaires rapides, comme ceux qu'on trouve pendant le rêve ou en hypnose, il y a des mouvements des yeux sous les paupières, c'est associé au retraitement inconscient des données par le cerveau. Et quand les gens se focalisent sur une situation traumatique
de temps en temps, ces mouvements des yeux, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est impressionnant, c'est vraiment une séance, une guérison en une seule séance parfois. Enfin, parfois dans 60% des cas, une séance où il faut 2 ou 3 séances maxi. Et ça désensibilise, les gens n'ont plus l'émotion qu'ils avaient avant. Et ça recadre, ça retraite, c'est-à-dire que les gens ont une perception spontanément différente de la chose. Et bien plus favorable pour eux-mêmes de cette perception. Donc le MDR, en plus, quand on fait ces mouvements oculaires rapides, ça crée vraiment un état modifié de conscience, quoi. Un état élargi de conscience et un état modifié dans le sens que ça accède à l'inconscient, mais aussi à ce que j'appelle l'extra-conscience, c'est-à-dire ça ouvre à des portes de perception comme les psychédéliques à l'MDR. On peut faire d'ailleurs un travail sur contacter les défunts avec le MDR, c'est très intéressant, ça, c'est Alan Botkin. Bon, enfin, je reviens à ça. Le MDR, donc waouh, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en état modifié de conscience, donc je me suis formé à l'hypnose. Pareil, hypnose, j'ai fait une expérience extraordinaire, un contact avec une entité, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc de là, ça m'a amené au chamanisme, à l'étude des substances psychédéliques, pas les drogues, hein, les psychédéliques, c'est différent. Je dis au passage que les drogues, pour moi, c'est tout ce qui crée une dépendance, c'est-à-dire alcool. Ce qu'ils mettent dans les cigarettes, c'est pas le tabac qui crée la dépendance, c'est ce qu'ils mettent dans les cigarettes, les amphétamines, la cocaïne, l'héroïne, mais ça crée une dépendance, ça agit sur la dopamine, ça amène pas de connaissances particulières à ceux qui les prennent, et c'est assez nuisible pour le corps en général, alors que les psychédéliques, LSD, les cactus, l'iboga, l'ayahuasca, l'ecstasy, quelque part, soignant, et puis les champignons, la psilocybine, tout ça c'est des psychédéliques, c'est-à-dire ces substances qui agissent plutôt sur la sérotonine, sur la MDMA, il y a la kétamine aussi, qui ont été étudiées comme étant très efficaces à 1 ou 2 prises pour des pathologies qui résistent aux médicaments habituels, qui ne créent pas du tout de dommages corporels, au contraire, ça augmente la neurogénèse dans le cerveau, la neuroplasticité, et qui n'agissant pas sur la dopamine, ne crée pas de dépendance physique. On peut revenir sur la notion de neuroplasticité. Oui, parce qu'il a été montré, par exemple, que les champignons à psilocybine, ou la kétamine, ou le LSD, augmentent la neurogénèse, c'est-à-dire augmentent le fait que les neurones se développent en créant ce qu'on appelle des dendrites. Il y a des synapses et des dendrites. Les synapses envoient l'information à un neurone qui les capte par ces dendrites. D'accord. Et ben, ça augmente le nombre de dendrites et la croissance des synapses, les substances psychédéliques. C'est impressionnant. Tu as des substances comme l'ayahuasca qui a été proposée pour le traitement de l'Alzheimer ou du Parkinson. Pareil pour l'iboga, c'est-à-dire c'est des substances qu'on décrit dans notre société alors qu'elles ont un potentiel thérapeutique énorme, mais comme c'est des super médicaments, c'est-à-dire des médicaments très puissants, évidemment il faut les prendre avec des super précautions. C'est comme si tu donnes une formule à quelqu'un, il vaut mieux qu'il ait le permis de conduire, que ce ne soit pas une rue à sens unique en plein centre-ville, et puis qu'il n'aille pas trop vite. Donc, bref, ça c'est une anecdote presque, parce que si tu veux, moi dans mon travail de thérapeute, je ne l'utilise pas, c'est illégal en France, hein, donc c'est vite vu, mais ça m'a amené, en le prenant ces substances dans des pays où c'est autorisé, par exemple le Pérou pour l'ayahuasca, etc., ça m'a permis de voir le potentiel des états modifiés de conscience. Et donc après les reprendre en hypnose, mais aussi dans d'autres méthodes. Et ces autres méthodes, petit à petit, elles se sont rajoutées parce qu'on peut utiliser des techniques énergétiques comme l'EFT. L'EFT, c'est quoi? L'EFT, on appelle ça l'acupuncture émotionnelle, c'est-à-dire c'est un mélange de thérapie cognitive, de thérapie énergétique, on appelle ça aussi des thérapies psycho-énergétiques. On se focalise sur un problème, alors un problème ça peut être une émotion forte et durable ou une douleur physique, et tout en prononçant à voix haute la phrase qui correspond à la partie du problème qu'on veut traiter, on tapote certains points des principaux méridiens d'acupuncture. Parce que l'idée, c'est que toute douleur chronique ou toute émotion chronique, c'est comme de l'énergie enquistée. C'est comme s'il y avait un schéma cognitivo-affectivo-comportemental qui s'est figé, et qu'en y pensant et en prononçant à voix haute la phrase qui correspond au problème, et en tapotant, on solubilise, comme si c'était un gros caillou qui avait retenu ça, on solubilise tout ce qui avait retenu ces émotions, ça leur permet de circuler plus librement et de retraiter différemment. Quelque part, c'est un peu comme le MDR, parce que ça fait partie de la même famille, c'est-à-dire qu'on stimule. Alors là, c'est peut-être pas l'inconscient du cerveau, mais c'est l'inconscient du corps, on va dire, ou l'intelligence du corps, ou la conscience du corps. Et justement, cette notion de conscience du corps m'a entraîné encore dans d'autres découvertes de thérapie, genre le mindfulness, pratique de la pleine conscience, la cohérence cardiaque, qui agit sur le champ électromagnétique du cœur, le focusing, qui interroge l'intelligence du cœur, justement, le felt sense, le sens corporel. C'est le corps qui répond aux questions qu'on pose sous forme d'images, de phrases, puis c'est lui qui les transforme pour faire changer le problème, sans qu'il y ait besoin de trop réfléchir là. Donc j'utilise des thérapies qui sont de moins en moins dans la tête,
de plus en plus dans le corps. Et là, ma dernière vague de formation, c'est que maintenant, je me forme en thérapie reichienne, c'est-à-dire des thérapies psychocorporelles, genre la végétothérapie, le massage biodynamique, qui permettent alors justement de travailler sur l'unité psychosomatique. En fait, tout ce qu'on retrouve dans nos armures tissulaires, musculaires, dans nos déviations corporelles, dans nos inhibitions corporelles ou respiratoires, etc., toute l'histoire du corps, c'est vraiment symétrique au mécanisme de défense psychique. Et quand on modifie l'un, on modifie l'autre. Donc, je me mets aussi, oui, à prendre certains types de massages, de toucher. Donc, ça permet vraiment maintenant d'avoir, disons, une gamme d'outils assez complète pour aller toucher de manière un peu holistique sur le corps, les émotions, le mental et l'âme, enfin la spiritualité, quoi. Le chamanisme m'a amené aussi à beaucoup reconsidérer ma façon de concevoir l'être humain, sa place sur Terre, son rôle, sa mission, transpersonnelle, on pourrait dire ça. Ainsi que je me suis intéressé aussi à la mort, et notamment à tout ce qui se passe à la conscience quand le corps meurt, et tout ce qui montre que la conscience est indépendante du cerveau, donc reste quelque chose qu'on peut appeler l'âme. Donc tout ça, ça s'ordonne de manière tout à fait cohérente et logique, et j'ai pas de mal maintenant à voir à quel moment, quel outil, en fonction de quelle problématique, pour quel besoin de la personne doit être utilisé, quoi. Puis parfois, notamment j'ai écrit un livre qui s'appelle Psychothérapie et chamanisme, qui est comme un gros pavé, et là j'ai mis à la fois au niveau théorique et pratique toutes les méthodes qui sont nées de ces recoupements, parce qu'en fait, plus tu apprends de méthode, plus tu as des recoupements intéressants qui se font, des créations nouvelles. Donc c'est comme un ensemble vivant, quoi, la thérapie, c'est-à-dire que c'est pas figé dans des boîtes avec ça, je dois faire des thérapies comportementales ou ceci, cela. Oui. Une fois que tu les as laissés se contacter, elles vivent leur vie, elles créent des bébés, et tu les utilises pour des patients. La plupart des chamanismes, si on regarde la répartition sur Terre, sont sans substance. On va dire 2 tiers, quoi. Et 1 tiers, c'est avec substance. Mais même les chamans qui utilisent substance utilisent les tambours, les sons, les prières, etc. C'est juste que dans certaines cultures, ça permet un accès plus rapide, plus direct, ou ça doit être avec l'esprit des plantes, ou certains esprits de la nature qui sont attachés à ces plantes. Mais les chamans qui prennent des plantes ou qui en font prendre sont tout à fait capables de travailler sans plantes, hein. Et d'ailleurs, il y a des périodes de l'année où ils n'ont pas les plantes parce que c'est plus la période, et il leur suffit de penser à la plante, ou de faire un rituel qui est associé à la prise de plante, ou de siffler, ou de chanter, ou de danser la chanson de la plante pour qu'ils soient tout à fait dans un état identique à celui quand ils prennent la plante, hein. Les gens qui accompagnent dans les pays où c'est autorisé, donc pas en France, les gens qui accompagnent des groupes, par exemple, qui prennent des psychédéliques, quand ils sont vraiment habitués, même s'ils n'en prennent pas, ils ont exactement l'effet de la substance sans prendre de substance. Donc la substance n'est qu'un facilitateur, une ouverture de porte. Quand tes portes sont ouvertes, tu n'as plus besoin de prendre la substance. Ou alors c'est pour faire un travail vraiment en force, en puissance et en profondeur. Voilà. Mais oui, le chamanisme, il est assez humble, le chamanisme. C'est-à-dire que même les gens qui prennent des substances ne développent pas une cosmogonie vraiment ou radicalement différente des gens qui ne prennent pas de substance. Pour tous les chamanismes, il y a un monde d'en bas, un monde du milieu, un monde d'en haut, avec ou sans substance. Pour tous les chamans, ils travaillent avec les esprits, soit de la nature, soit du monde d'en haut, soit du monde d'en bas, avec ou sans substance. Pour tous les chamans, il y a un recouvrement d'âme ou extraction chamanique, ou travailler avec les esprits des défunts, avec ou sans substance. Donc c'est une dichotomie qui n'est pas si importante que ça, quoi, le fait de dire qu'il y a une substance ou pas. C'est peut-être aussi dans le retour, en fait, aussi le fait d'être sous substance, c'est peut-être plus difficile de réintégrer en fait la vie. En fait, ça nécessite un accompagnement plus particulier. Pour les chamans, non. Pour les personnes qui voilà. sont... Alors, ça, oui, bien sûr. Alors, c'est évident. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui tu sais, il y a des gens, ils vont en Inde, ils n'ont jamais voyagé, ils vont en Inde, comme ça, ils s'immergent dans une ville indienne et ils font un accès psychotique, quoi. Ouais. Après, ils sont rapatriés en urgence. Parce que le choc a été trop intense, quoi. Ouais. Donc, évidemment, quand il y a prise de substance, et quand c'est accompagné par des chamans, parce qu'il y a des substances qui sont obligatoirement accompagnées par les chamans, c'est-à-dire prendre l'ayahuasca ou des bogas sans chaman à côté, compétent, qui connaît bien l'esprit de la plante, qui sait réguler ce qui se passe, qui sait intervenir pour soit arrêter le voyage, soit l'apaiser, soit faire appel à un autre esprit pour aider la personne qui pourrait se... Là, de toute façon, c'est évident que c'est des substances qu'il ne faut jamais prendre seul et jamais prendre avec des guignols, hein, des charlatans. Donc pas de tour opérateur qui fait ça à la vite. Hein.
Mais donc, disons que les substances doivent être préparées, il y a des rituels pour préparer, pour mettre la personne en condition sur la substance, doivent être accompagnées pendant toute la cérémonie et doivent être suivies pour une intégration de ce qui s'est passé, pour pas que ça reste un matériel un peu mal assimilé, un peu traumatique, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qui s'est passé, oh là là, tu vois, c'est un peu comme les expériences de mort imminente, hein. Ça nécessite, parce que c'est un voyage dans l'autre monde, d'être aidé pour être intégré, parce qu'il y a des gens qui mettent 7 ans pour intégrer. Donc c'est pareil, quand il y a des états de conscience importants, il faut toujours des experts qui aident à côté. Ça c'est évident. Mais pour les chamans, c'est pas un problème par contre. Hein. C'est des spécialistes pour aller d'un état de conscience à l'autre et en revenir, être paysan le jour ou maire du village, et puis la nuit partir dans les autres mondes, et puis revenir ensuite père de famille avec ses enfants la journée, et puis repartir. Ça, ils savent faire. Bah, l'expérience de mort imminente, c'est intéressant parce que, à la fois, elle est très bien décrite de par le monde entier, quelle que soit la culture, l'âge, le sexe, la religion ou pas la religion, etc., de tout temps. Tous les éléments qui sont liés, tous les faits cliniques qui sont liés à cette expérience, ainsi que les autres faits cliniques qui sont liés à des expériences qui s'y assimilent, par exemple les visions des agonisants à l'approche de la mort, ou bien les contacts avec les défunts, testés en laboratoire, par exemple, aux États-Unis, montrent qu'en fait, après la mort du corps, il y a quelque chose qui subsiste. Et que la conscience est parfaitement capable de fonctionner sans le cerveau. Parce qu'il y a des cas, comme Pamela Reynolds, ou Eben Alexander, ou bien d'autres, où le cerveau, de toute façon, il ne fonctionne plus, il n'y a plus d'échange hormonal dans le cerveau, il n'y a plus de neuromédiateurs qui circulent, il n'y a plus d'activité électrique du cerveau, le cœur est à l'arrêt, la respiration il n'y en a plus, donc vraiment, tout le corps arrête de fonctionner, y compris le cerveau. Et pourtant, la conscience, non seulement elle n'est pas défaillante, mais elle augmente ses capacités, elle reprend ses capacités d'origine, c'est-à-dire elle reprend celles qu'elle a perdues quand elle est rentrée dans votre crânienne avec les organes d'essence qui sont bien limités, et quand les gens sortent de leur corps, justement lors des morts imminentes, et qu'ils voient ensuite à 360 degrés, qu'ils entendent, là où ils veulent entendre, la conscience peut zoomer sur un détail ou prendre une distance, traverser les murs pour aller dans les pièces, avoir accès à des choses par télépathie. Donc les capacités quantiques ou non locales, indépendantes du temps ou de l'espace de la conscience se révèlent, parce qu'elle est plus prisonnière du cerveau, on va dire, des contraintes organiques du cerveau. Donc toutes ces études montrent que, waouh, bonne nouvelle, on n'est pas limité juste à notre corps et juste à notre petite incarnation terrestre. Et moi j'ai toujours été étonné comment c'est difficile pour les gens d'entendre ça. C'est-à-dire que moi j'ai écrit un livre là-dessus, puis je fais une formation dans 5 jours, donc j'ai encore réétudié les derniers ouvrages, les dernières études qui convergent toutes vers le fait que, voilà, il semble vraiment qu'il y ait une conscience qui survit à la mort du cerveau. Eh bien, pourquoi même quand on a écrit un livre, quand on a les faits, quand on peut les faire lire aux gens, non, non, c'est des croyants ça, non, non, c'est de la religion. Moi j'ai envie de leur dire, c'est vous qui êtes des croyants. Vous êtes des croyants de la religion matérialiste, qui vous a fait gober. Alors, contrairement à tous les millénaires qu'il y a avant, qu'il n'y a rien après la mort, que soi-disant c'est le cerveau qui prenait conscience, mais vous êtes fait avoir, les amis. Parce que bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour vous, je ne sais pas pourquoi, on survit bien après la mort. Et quel est le problème? Moi, je voudrais demander aux gens qui voient ça, quel est le problème de survivre après la mort? Vous avez peur, vous avez fait des mauvaises actions, vous avez peur d'être puni. On en a tous fait, et de toute façon, c'est ça qui se retravaille sur les différents plans après. Il y a des parents que vous n'aimez pas, vous avez peur de revoir. Ouais, mais de toute façon, c'est par affinité que ça se passe là-bas, donc vous ne les reverrez pas. Ils sont sur la même longueur d'onde que vous, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'incite les gens à lire les travaux, parce que maintenant, il y en a assez. Ça fait 35 années de recherche qui amènent maintenant des faits tellement évidents que ceux qui ne veulent pas savoir, ils ne sachent pas, d'accord? Ceux qui sont de mauvaise foi, parce qu'ils ont intérêt à faire croire que le modèle matérialiste doit survivre à tout prix, qu'ils le fassent. Mais ceux qui vraiment veulent savoir et qui n'ont pas d'intérêt à ce que la conclusion soit dans un sens ou un autre, allez voir les travaux, il y a de quoi faire et vous verrez qu'il y a bien de survivre à la conscience après la mort. Par contre, ce qui est important, c'est que les expériences de mort imminente ne représentent que la toute première étape du processus de mort. Il y a un excellent livre de Sylvie Ouellet, qui est une Québécoise, qui montre vraiment ce qui se passe après cette étape d'euphorie où on retrouve sa famille céleste, on est accompagné. Et puis après, il y a tout un travail à faire. C'est pas parce qu'on est passé par la mort qu'on a guéri. Tous les bagages émotionnels, tous les désirs qu'on s'est continués, qu'on ne savait pas faire avec, tous les manques de conscience qu'on a sur Terre, on a encore à les traverser après la mort pour accéder à d'autres plans. Donc il y a tout un... Elle dit d'ailleurs, Sylvie Ouellet, que la méditation est un excellent outil, à la fois sur Terre et plus tard pour naviguer dans les espaces de l'au-delà. Et on pourrait dire la même chose quand les gens prennent des psychédéliques, hein, les gens qui ont vraiment bien médité, ils savent mieux se repérer dans ces espaces-là, alors que les autres ils paniquent. Donc peut-être, effectivement tu viens de le dire, la méditation permet d'atteindre, enfin de vivre la même type d'expérience. Il est peut-être plus confortable de
vivre ce type d'expérience en ayant une méditation et en étant en fait une démarche, je dirais, consciente, si je peux le dire ainsi, plutôt que de le subir suite à un accident ou... De toute façon, on ne choisit pas de faire une expérience de mort imminente. Hein. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de potes qui soient anesthésistes, qui acceptent de nous faire comme dans le film, l'expérience interdite, ils nous arrêtent le cœur, puis après ils nous réaniment au bout de 3 minutes pour voir si on a fait. Ça ne se fait pas pour l'instant, c'est comme ça. Donc les gens ne choisissent pas. Disons que la méditation, c'est un excellent outil qu'on devrait apprendre dans les écoles, mais d'ailleurs, ça commence à venir, hein, l'idée d'apprendre ça dans les écoles. J'ai vu des enfants de 4 à 11 ans, il y avait un truc comme quoi, il y avait des programmes qui se mettaient en place pour eux. Donc intéressant ce qui se passe en ce moment. Même j'ai vu, il y a des programmes de massage qui commencent à entrer pour les enfants. Un massage minimal qu'ils apprennent à se faire les uns sur les autres à l'école. Donc j'ai l'impression qu'il y a une petite ouverture. Mais bref, donc oui, la méditation, bien sûr, c'est indispensable pour ne pas se perdre dans les méandres du mental, pour savoir faire face avec une conscience observatrice, sans se faire entraîner dans les émotions perturbantes ou les douleurs physiques. Donc c'est l'outil de base de la méditation, je dirais, pour tout le monde, quoi. Beaucoup de personnes qualifient ces différentes ouvertures, je veux dire, de conscience, un peu de courant sectaire, de New Age. Parce que c'est quand même mon rôle, hein, c'est de montrer qu'il y a du sérieux. Il y a de la science, il y a tout ce qu'on appelle le spirituel. D'ailleurs, on dit maintenant que mystique et physique quantique, c'est la même chose. La physique quantique accrédite que l'univers est une conscience en pleine expansion, une conscience aimante, et que tout est interconnecté. Ben, c'est ce que disent les chamans. En fait, le chamanisme, c'est un sous-ensemble d'applications pratiques de la physique quantique. Donc les scientifiques les plus avancés, ceux qui sont prix Nobel de physique, etc., nous disent ça, et ça serait les hauts matérialistes de croire qu'ils ont raison. Mais c'est quand même, c'est se foutre de la tête du monde, quoi, je veux dire, tu vois. On te voit de ci, de là, à l'INRES notamment. Est-ce que tu peux parler de ce que tu fais à l'INRES? C'est un excellent institut, l'INRES. Ah ben justement, l'INRES fait partie de ces avancées sociales, presque on pourrait dire, plus scientifiques et sociales, quoi, on va dire, parce que qui vont transformer le monde, qui vont introduire vraiment un nouveau paradigme. Surtout en France, là, on est très réactionnaire, très cartésien, newtonien, quoi. Et l'INRES donne ses lettres de noblesse à cette nouvelle pensée. Donc moi je suis très, très content qu'ils fassent de temps en temps appel à petits, hein, parce qu'ils ont bien d'autres collaborateurs et des illustres, hein, mais je suis bien content de collaborer à cette belle aventure qu'est l'INRES, quoi, avec Stéphane Ellis qui fait un excellent boulot à ce niveau-là. Donc avec toutes ces expériences, aujourd'hui, est-ce que tu penses que Olivier, l'identité Olivier, a progressé et si on te donnait tout l'or du monde pour autre chose, est-ce que tu changerais pour autant? Si on me donne tout l'or du monde pour changer de métier, par exemple? Oui, par exemple. Ah non, parce que je me dis, ça c'est déjà quelque chose que je me suis dit. Je me suis dit, même si je gagnais 100 millions loto, je travaillerais toujours. Parce que je ne me verrais pas ne pas faire profiter, mais aussi me faire profiter de mes aspirations et faire profiter les autres. Et puis surtout, parce que quand tu donnes, tu reçois aussi dans ce métier. C'est-à-dire que tu as les personnes, on dit des patients ou des clients, mais en fait, ils ont une beauté intérieure, une richesse qui peut être très supérieure à la tienne dans certains domaines, et puis qui t'apprennent et qui t'amènent. Donc c'est vraiment un échange. Donc non, c'est pas possible. Je veux dire, moi, je suis fait pour ça. Ça ne veut pas dire que je suis doué ou très fort, mais en tout cas, je pense que je suis là sur Terre pour ça, quoi. Donc non, je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Non, il y a des fois, je me dis, parce que parfois c'est comme fatigant. Puis... Olivier, pour finir cet entretien que je trouve très enrichissant pour ma part et qui va intéresser beaucoup nos auditeurs, s'il y avait quelque chose d'important que tu aimerais dire à tous ceux qui nous regardent et qui sont peut-être dans une quête et qui aimeraient changer mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Tournez-vous déjà dans votre vie quotidienne, ayez une pratique régulière, une discipline, pratiquez une méthode qui accroisse la conscience et l'amour. Et ça, il y a pas mal de méthodes qui existent maintenant sur place. Enfin, je veux dire, il y a conscience de l'énergie avec le Qigong ou le yoga, conscience du corps d'ailleurs avec ces mêmes méthodes, conscience de la conscience avec la méditation ou avec le yoga, parce qu'il y a aussi la méditation dans le yoga, pratique de la cohérence cardiaque ou de méditation de compassion pour développer le cœur,
enfin en tout cas trouvez la méthode qui vous plaît, qui vous va, mais ne restez pas à attendre que la menace de la mort, c'est-à-dire vos vieilles années, le fait que vous allez perdre vos capacités physiques, que vos amis vont commencer à mourir, que vous commencerez à avoir une maladie, n'attendez pas ce moment-là pour vous poser des questions essentielles, existentielles, et pour placer l'amour avec vos proches, même pour l'humanité entière, au centre de vos préoccupations, quoi. Enfin voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, mais voilà. Parfait. Parfait. Et apprenez à vos enfants des choses comme la méditation, la cohérence cardiaque, c'est simple à faire, ils adoreront, même un peu de yoga à l'école, ce serait bien, et ça leur servira toute la vie, quoi, vraiment. Alors tu parles d'enfants, et donc là, peut-être pour finir, ouais. On dirait que certains disent plutôt que nos enfants ont peut-être plus de chances d'être orientés. Oui, tout à fait, oui. On le dit à différents niveaux. Enfin, il y a différents milieux qui disent ça, que les enfants actuels sont plus évolués, que le niveau de conscience globale de l'humanité étant plus haut, ça tire les enfants qui arrivent et ils ne réagissent pas comme nous, et ils ont des capacités chamaniques encore plus manifestes dès qu'ils sont petits, alors c'est déjà pas mal au départ. Il y a une chamane qui s'appelle Sandra Igerman qui fait des formations de la Foundation for Shamanic Studies, la fondation de Michael Erner, qui apprend les éléments centraux des chamanismes. Donc Sandra Igerman, elle dit les stagiaires, ils ont de moins en moins besoin de faire des voyages formels dans le monde en haut, en bas, avec le tambour, de moins en moins. Il suffit qu'ils pensent aux esprits, ils les contactent. Parce elle dit, ça vient du fait que toutes les générations précédentes ont appelé les esprits, créé des contacts et tout, que maintenant ils n'ont plus qu'à récolter les fruits, quoi. Donc, bon, c'est un exemple, hein, mais certainement pour nos enfants, il y aura un autre niveau de conscience, quoi. Ils vont être, donc on est une génération charnière. Oui, tout à fait. Transitoire. Ouais. Certainement. On est une génération charnière pour le changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Non matérialiste. Spirituel, on pourrait dire. D'une certaine façon, spirituelle, pas religieuse, hein, je fais la différence entre les deux. Tout à fait. Ouais, c'est bien distinct. Ben oui. Très bien, Olivier, je te remercie énormément de tout ce que tu as pu transmettre. Si c'est utile, tant mieux. Ça peut faire réfléchir, c'est bien. Je n'ai pas la vérité, hein, c'était juste un échange. La traversée de la vie, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, chacun doit expérimenter, en tout cas. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Allez-y.